Après 7 ans de dur labeur pour financer son rêve, mon mari m'a traînée au tribunal. Me traitant de profiteuse devant sa mère Hilar, il pensait gagner. Calmement, je me suis levée pour dévoiler l'inattendu, notre contrat de mariage de Paris. La salle d'audience était comme un four. J'entendais mon propre cœur battre. Antoine se tenait droit dans son costume de créateur, aussi suffisant que jamais. Son avocat ricanait comme si tout cela n'était qu'une routine. Je restais assise, silencieuse, mes mains tremblant sous la table. Cécile, sa mère, me lançait toujours ce même regard condescendant. Puis Antoine parla, d'une voix froide et répétée. Elle ne fait que courir après ma richesse. Des rires suivirent. Je me suis levée, mes genoux maintenant stables. J'ai croisé le regard du juge et j'ai dit, « Votre honneur, je voudrais soumettre ce contrat de mariage de Paris. » Le silence qui suivit fut la justice que j'attendais. Si vous êtes déjà accro, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo et de laisser un commentaire ci-dessous car cette histoire ne fait que commencer, et vous ne croirez pas ce qui se passe ensuite. Il y a 7 ans, la vie était bien différente. Nous n'étions que 2 jeunes mariés fauchés, blottis dans un appartement d'une pièce où le chauffage fonctionnait à peine et le robinet de la cuisine fuyait constamment. À l'époque, rien de tout cela n'importait. J'aimais Antoine de tout mon être. Je croyais en lui si profondément. J'aurais traversé le feu pour le voir réussir. Et à bien des égards, c'est ce que j'ai fait. Antoine avait le rêve de créer une entreprise technologique qui changerait la façon dont les gens se connectent. Il parlait de plateformes de codage, de réseaux d'utilisateurs et d'intégration d'IA comme un enfant décrivant son héros de bande dessinée préféré. Mais les rêves, j'ai vite appris, ne payaient pas le loyer. Les rêves n'achetaient pas l'épicerie ni ne maintenaient les lumières allumées. Et Antoine, il n'avait pas un seul sou. Mais j'avais quelque chose. De la ténacité. Je travaillais déjà 2 emplois. Le jour, j'étais serveuse dans un petit bistrot près de la place Royale. La nuit, je me connectais à mon ordinateur portable et donnais des cours en ligne à des lycéens. Pourtant, ce n'était pas suffisant. Quand Antoine a dit qu'il avait besoin de fonds de démarrage pour son idée d'application, je n'ai pas hésité. J'ai pris un 3e emploi de nettoyage de bureau après la tombée de la nuit. Je dormais à peine. Mon corps était endolori. Mais chaque fois que je voyais Antoine griffonner dans son carnet ou taper sur son ordinateur portable usé, mon cœur débordait d'espoir. Je ne travaillais pas seulement. J'investissais dans notre avenir, dans son avenir. Nous n'avions pas grand-chose. Les dîners étaient souvent des nouilles instantanées ou des burgers à 1 euro que nous partagions. Notre canapé était d'occasion, et nous utilisions une caisse de lait comme table basse. Nous nous enveloppions de couches supplémentaires lorsque le chauffage était coupé. Mais j'étais heureuse. Genuinement heureuse. Nous rions. Nous faisions des projets. Nous restions éveillés tard, rêvant de notre avenir. Parfois, une fois tous les emplois terminés et le monde enfin silencieux, je me couchais à côté de lui et lui murmurais, « Un jour, tout cela en vaudra la peine. » Je ne réalisais pas que je ne parlais qu'à moi-même. Au début, Antoine était reconnaissant. Il m'embrassait le front et me disait que j'étais son pilier. Il m'appelait sa guerrière, sa raison d'aller de l'avant. Mais lentement, presque comme un brouillard qui s'installe, quelque chose a changé. Cela a commencé petit. Il a cessé de demander comment s'étaient passées mes journées de travail. Il a cessé d'aider à la maison. Il rentrait chez lui et se plaignait de la lenteur de ses progrès. Et quand j'essayais de le réconforter, il me claquait, « Tu ne comprends pas, Léa. Tu n'es pas dans la tech. » Puis sont arrivés les investisseurs. Un petit chèque d'un incubateur local s'est transformé en une petite subvention, puis un partenariat plus important avec un mentor d'entreprise. J'étais folle de joie. Enfin, tous nos sacrifices portaient leurs fruits. Je lui ai préparé un gâteau maison et j'ai écrit une petite note qui disait au futur PDG, « Avec amour, ton investisseur. » Il a ri, mais pas de la manière douce dont il le faisait autrefois. Investisseur. Allons, Léa. Tu as aidé, mais n'exagérons pas. Cette seule phrase m'a fait plus mal que toutes les nuits passées à travailler à 3 heures du matin.
Plus Antoine se rapprochait du succès, plus il s'éloignait de la personne dont j'étais tombée amoureuse. Il a échangé notre table basse en caisse de lait contre des meubles en verre élégant. Soudain, il avait des opinions sur la façon dont je m'habillais, dont je parlais. Il me disait de me montrer un peu plus raffinée lorsque nous allions à des événements de réseautage. Cécile, sa mère, a commencé à venir plus souvent aussi. Elle ne m'a jamais aimée. Au début, elle m'appelait une fille sans lignée. Je me souviens d'avoir nettoyé sa tasse de thé une fois et de l'avoir entendu dire à Antoine, « Elle est bien pour l'instant, mais tu la dépasseras. » Je suppose qu'elle avait raison. Mais à l'époque, je gardais toujours espoir. Je me disais qu'il était juste stressé. Que le succès était difficile à gérer. Qu'une fois les choses stabilisées, nous redeviendrions nous-mêmes. Je ne réalisais pas que nous ne reviendrions jamais. Le rêve que nous partagions autrefois est devenu son rêve. Et lentement, je suis devenue une ombre en arrière-plan de l'empire que j'avais contribué à construire. Mais je suis restée, non pas parce que j'étais faible, mais parce que je croyais en mes vœux, en notre voyage, en lui, même quand il a cessé de croire en moi. Et maintenant, nous voici dans une salle d'audience où il prétend que je n'ai rien fait. Où il sourit comme si je n'avais jamais levé le petit doigt. Où sa mère l'encourage comme si j'étais une sorte de croqueuse de diamants qui venait d'apparaître quand l'argent était arrivé. Mais ils ont oublié une chose. Je n'ai pas seulement financé son rêve. J'ai gardé les reçus. Ça vous plaît? Abonnez-vous. Mettez un pouce bleu à cette vidéo et commentez « Justice pour Léa » si vous croyez que le travail acharné ne devrait jamais être effacé. Et vous ne voudrez pas manquer ce qui se passe ensuite. 3 ans plus tard, la situation a finalement tourné. L'application d'Antoine, autrefois de simples lignes de code griffonnées dans des carnets usés et tapées tard dans la nuit, a commencé à prendre de l'ampleur. D'abord, un article dans un blog de start-up local, puis un investisseur providentiel, puis un deuxième. En quelques mois, sa boîte de réception était pleine d'invitations à des réunions, de demandes de présentation et d'éloges de la part de personnes qu'il avait autrefois ignorées. J'étais fière. Tellement fière. Je me souviens d'être restée dans le couloir de notre appartement miteux quand il m'a annoncé la nouvelle. J'ai crié. J'ai sauté. Je l'ai serré si fort qu'il ne pouvait plus respirer. Il souriait à l'époque. Ce jour-là, nous avons fêté avec des plats à emporter et avons dansé pieds nus dans notre salon. Pendant un instant, j'ai cru que tout ce que j'avais sacrifié portait enfin ses fruits. Pas seulement pour Antoine, mais pour nous. Peu de temps après, nous avons emménagé dans un appartement de luxe en ville. Le genre d'endroit avec des comptoirs en marbre, des fenêtres du sol au plafond et un concierge qui m'appelait « Madame » avec un hochement de tête raide. Cela semblait irréel. J'ai déballé le dernier de nos cartons et j'ai regardé autour de moi, attendant que cette vague de plénitude me submerge. Elle n'est pas venue parce que quelque chose d'autre était arrivé aussi. Quelque chose de froid. Antoine a changé. Cela a commencé par les petites choses. Il a cessé de demander comment se passaient mes séances de tutorat. Il ne me saluait plus avec ce sourire impatient à la porte. Je lui demandais comment s'était passée sa journée et il marmonnait quelque chose sur des réunions et s'enfermait dans son bureau. Quand j'ai mentionné que nos anciennes routines, nos discussions tard le soir, nos repas partagés, ces petits rituels qui nous liaient, me manquaient. Il a haussé les épaules et a dit, « Nous ne sommes plus des étudiants fauchés, Léa, grandis. » Ce n'était pas seulement lui non plus. Cécile, sa mère, est devenue un élément quasi permanent de nos vies. Elle venait souvent, toujours vêtue de perles et de lèvres pincées, toujours prête avec un sourire mince et une insulte plus épaisse. Un après-midi, elle est venue sans y être invitée et a examiné ma tenue. Je portais un jean et un chemisier fraîchement sortis de mes cours de tutorat. Elle m'a jeté un coup d'œil et a dit, « Chérie, tu réalises que tu représentes Antoine maintenant. Et c'est peut-être quelque chose d'un peu moins bas de gamme. » Elle a ri comme si c'était une blague. Antoine n'a pas dit un mot. Plus tard, quand je lui ai dit à quel point c'était blessant, il a levé les yeux au ciel. Elle ne voulait rien dire par là. Tu es juste trop sensible. Cela n'a cessé de se produire. Mes vêtements n'étaient pas assez élégants.
Mon diplôme n'était pas assez impressionnant. Ma voix était trop simple. Ma présence était gênante. Et Antoine, il a commencé à être d'accord avec elle. Cela a commencé subtilement. Il oubliait de mentionner les événements de réseautage ou les dîners d'affaires jusqu'à la dernière minute. Puis il insistait pour que je les rate parce qu'ils étaient trop formels ou pas vraiment mon truc. Au début, j'ai essayé de ne pas le prendre personnellement. Je disais, c'est bon. On pourra fêter ça ensemble après. Mais lentement, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas d'après. Je n'étais pas invitée. Je n'étais pas la bienvenue. Une nuit, j'ai découvert qu'il avait organisé un dîner privé pour des investisseurs et avait emmené Cécile comme +1. Quand je l'ai confronté, ma voix tenant à peine. Il n'a même pas eu l'air coupable. Ce mot m'a frappé comme une gifle. Peu sûr de moi. Je n'étais pas peu sûr de moi. J'étais exclue. Je n'étais pas jalouse. J'étais oubliée. Je n'imaginais rien. Je regardais l'homme que j'avais épousé se transformer en quelqu'un de méconnaissable. Quelqu'un qui se souciait plus des apparences que de la loyauté, plus du statut que de l'amour. Je pensais que nous construisions une vie ensemble. Mais maintenant, je n'étais que la fille en arrière-plan. Celle qui l'avait aidé à y arriver mais qui n'avait pas sa place dans la photo finale. L'appartement est devenu plus brillant. Les fêtes sont devenues plus grandes. Antoine est devenu plus bruyant. Et moi, j'ai appris à me taire. J'ai porté des vêtements que Cécile approuvait. J'ai corrigé ma façon de parler. J'ai hoché la tête et souri quand les gens semblaient confus quant à ce que je faisais dans la vie. Mais à l'intérieur, un autre type de feu montait. Parce que pendant qu'Antoine construisait son château de succès, il a oublié qui avait aidé à poser la première pierre. Et moi, je n'ai jamais oublié. C'était censé être une soirée spéciale. L'entreprise d'Antoine venait de fêter son 4e anniversaire. Et pour l'occasion, ils organisaient un gala chic dans l'un des hôtels les plus exclusifs de la ville. La liste des invités était remplie d'investisseurs, de magnats de la technologie et de personnalités de la haute société dont les sourires étaient aussi polis que l'argenterie avec laquelle il dînait. Je voulais être parfaite pour lui. Pendant des semaines, j'ai économisé chaque sou de mes cours de tutorat et de mes quarts de soirée. J'ai sauté le déjeuner certains jours et j'ai vendu quelques vieux vêtements juste pour acheter la seule chose que j'avais en vue. Une robe bleu marine simple mais élégante. Longue, soyeuse et modeste. Ce n'était pas une robe de créateur, mais c'était la chose la plus chère que j'ai jamais possédée. J'ai bouclé mes cheveux, me suis maquillée avec soin et j'ai enfilé les talons que j'avais rangés au fond du placard. Quand je me suis regardée dans le miroir, je me suis sentie confiante. Nerveuse, oui. Mais pour une fois, je ne me suis pas sentie comme une étrangère. Je me suis sentie comme l'égale d'Antoine, sa partenaire, sa femme. Il m'a à peine regardée quand je suis sortie de notre chambre. Ses yeux m'ont balayé brièvement, puis il a levé un sourcil. « C'est ce que tu portes ?» a-t-il demandé d'un ton plat. Mon cœur s'est serré. « Oui » j'ai dit en ajustant la bretelle. Je pensais que c'était élégant. Il n'a pas répondu, s'est juste détourné pour prendre sa montre. Je suis restée là, retenant mes larmes. Dans la voiture, le silence a rempli l'espace entre nous. Il était occupé à consulter son téléphone, à répondre à des messages, à ajuster ses boutons de manchette. J'essayais de garder mon sourire. Quand nous sommes arrivés au gala, Cécile était déjà là. Elle portait une robe vert émeraude foncé et des diamants qui étincelaient sous les lumières du lustre. Son sourire s'est élargi à notre approche, bien que je savais que ce n'était pas pour moi. Elle m'a examiné, s'est penchée à l'oreille d'Antoine et a murmuré quelque chose. Quoi que ce fût, il a ri bruyamment. Les gens se sont retournés pour regarder, mes joues ont rougi. J'ai essayé de ne pas y penser, j'ai essayé de me concentrer sur le fait d'être présente, de soutenir, d'être invisible si nécessaire. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Pendant le dîner, Antoine est monté sur scène pour porter un toast. Il a remercié ses mentors, ses investisseurs, son équipe travailleuse. J'ai attendu qu'il dise quelque chose sur moi.
Sa femme, la femme qui avait tout tenu pendant le chaos du début, qui avait sauté des repas pour qu'il puisse travailler sans interruption, qui avait lavé les sols des bureaux pour lui acheter des licences logicielles. Il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il a levé son verre et a ri. Et un grand merci à Léa, qui faisait la serveuse pendant que je construisais tout ça. On pourrait dire qu'elle a aidé à maintenir les lumières allumées. La foule a ri, mais pas d'une manière gentille. Pas de la manière dont on rit quand quelqu'un taquine affectueusement son conjoint. C'était le genre de rire qui vous pince à l'intérieur. Le genre qui vous fait vous sentir moins que rien. J'ai regardé autour de moi. Personne n'a vu la douleur sur mon visage. Ils étaient trop occupés à entrechoquer leur verre et à sourire à Antoine. Je me suis excusée discrètement. Je suis sortie de la salle de bal. Personne ne m'a suivi. Pas même lui. Le trajet en taxi jusqu'à la maison m'a semblé durer des heures. Quand je suis entrée dans l'appartement, les lumières de la ville scintillaient à travers les immenses fenêtres. Tout semblait parfait à l'extérieur, meubles polis, comptoirs lumineux, récompenses encadrées au mur. Mais à l'intérieur de moi, il n'y avait plus rien que le silence. Je me suis assise sur le bord du lit, toujours dans ma robe, la même robe qu'il avait raillée d'un seul coup d'œil. J'ai tendu la main vers mes talons, mais je me suis arrêtée à mi-chemin. Les larmes sont venues avant que je ne puisse les arrêter. J'ai pleuré, non seulement à cause de ce qu'il avait dit, mais parce que j'avais réalisé quelque chose de plus profond. J'étais devenue invisible dans le monde même que j'avais contribué à créer. Cette robe n'était pas seulement une robe. C'était des heures de travail, des sacrifices silencieux, des anniversaires manqués, des repas manqués et un espoir tranquille. C'était ma façon d'essayer de retrouver ma place dans son monde. Et il l'a réduite à une blague. J'ai regardé autour de l'appartement, le verre, l'or, le luxe soigné, et je me suis sentie comme une étrangère dans le rêve de quelqu'un d'autre. Ce fut la nuit où j'ai arrêté d'essayer de l'impressionner. La nuit où j'ai arrêté de prétendre que nous étions toujours nous. La nuit où j'ai réalisé qu'Antoine n'avait pas seulement oublié qui j'étais. Il avait honte que j'existe. Cela faisait des années que je n'avais pas pensé à Paris. 5, pour être exact. À l'époque où nous étions encore pleins d'espoir et trop fauchés pour acheter des souvenirs. C'était notre premier vrai voyage ensemble, une célébration après qu'Antoine ait reçu son premier tour de financement de démarrage. Ce n'était pas grand-chose, à peine suffisant pour construire un prototype, mais cela ressemblait à un miracle à l'époque. Nous mangions des crêpes pas chères auprès des vendeurs de rue, buvions du vin dans des gobelets en carton et nous tenions la main comme si rien au monde ne pouvait jamais mal tourner. Il portait son sweat à capuche préféré, effiloché au poignet, et je portais une robe d'été que j'avais glissée dans mon bagage à main pour me sentir élégante. C'était le plus heureux que je l'ai jamais vu. Peut-être le plus heureux que j'ai jamais été aussi. Un après-midi pluvieux, alors que nous nous promenions dans une rue parisienne tranquille du 9e arrondissement, nous nous sommes réfugiés dans un petit cabinet d'avocats pour échapper à la bruine. C'était petit, avec des chaises en bois et des étagères remplies de livres en français. Nous venions de plaisanter quelques minutes plus tôt sur les contrats de mariage. Si jamais je deviens riche et arrogant, a-t-il dit en souriant, tu devrais avoir un contrat de mariage prêt à me faire taire. J'avais ri si fort. Bien sûr, j'ai taquiné, un contrat de mariage pour ton futur empire, signé et scellé à Paris juste pour que ce soit dramatique. Nous avons continué à rire, mais l'homme derrière le bureau avait entendu et souri. Ce n'est pas une mauvaise idée, a-t-il dit dans un anglais hésitant. Parfois, la blague d'aujourd'hui est la protection de demain. Quelque chose dans son ton a fait taire nos rires. Antoine m'a donné un coup de coude et a dit, tu sais quoi? Faisons-le vraiment. Rédigeons en un. Nous le rendrons romantique. Et juste comme ça, nous l'avons fait. C'était amusant au début. Il a écrit des clauses farfelues comme « Léa obtient les droits sur toutes les collations de minuit ». Et j'ai ajouté « Antoine promet de sortir la poubelle tous les lundis ». Mais quand est venu le temps de la partie sérieuse, les biens, les parts de l'entreprise, le divorce, nous avons marqué une pause. Antoine a pris une profonde inspiration et a dit, disons simplement que, si jamais j'oublie comment tout cela a commencé, si jamais je deviens quelqu'un qui pense que tu n'as pas aidé à construire cela, la moitié de tout te revient.
C'est juste. Je n'ai pas argumenté. J'ai juste hoché la tête. Nous avons signé le document. L'avocat l'a tamponné. Antoine a souri et a dit, ce sera notre petite assurance contre la stupidité future. J'ai rangé le document dans une enveloppe craft et je l'ai glissé au fond de ma valise. C'était la dernière fois que nous en parlions, jusqu'à maintenant. Assise seule dans notre appartement, j'ai regardé les lumières dorées de la ville s'estomper à travers la vitre. Mon reflet me regardait, plus âgée, plus silencieuse, plus lasse. Antoine était sorti, probablement à un dîner avec des gens qui ne s'étaient jamais demandé s'il avait eu de l'aide pour arriver là. Je suis restée silencieuse, les échos de ce dîner de gala résonnant encore à mes oreilles, son rire, le sourire narquois de Cécile, la façon dont il prononçait mon nom comme une blague. Puis soudain, je me suis souvenue de Paris, du bureau, de la pluie, de la blague, du contrat de mariage. Je me suis levée d'un bond, suis allée dans le placard de la chambre et j'ai sorti la vieille boîte de rangement de l'étagère supérieure. À l'intérieur se trouvaient des souvenirs éparpillés, des cartes postales, des photos, un vieux ticket de métro. Mes doigts ont fouillé de plus en plus vite jusqu'à ce qu'ils le trouvent. L'enveloppe craft légèrement jaunie, toujours scellée. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Elle était là, signée par nous deux, attestée, tamponnée, notariée. Les clauses étaient claires, le ton encore ludique par endroits, mais les termes légaux étaient inattaquables. C'était écrit noir sur blanc. Sur papier, indéniable. Il avait ri en le signant, mais je pouvais dire, même à l'époque, qu'une petite partie de lui savait que cela importait. J'ai plié le papier soigneusement, les glissé dans une pochette en plastique propre et les placé dans le coffre-fort de notre chambre. Le même coffre-fort où nous gardions les passeports et les documents importants. Pendant 5 ans, il était resté enfoui, oublié. Mais maintenant, c'était la seule voie qui me restait pour dire la vérité. Je n'avais pas de relation. Je n'avais pas d'avocat de renom. Je n'avais ni son argent, ni son influence, ni sa mère murmurant du poison à l'oreille d'un juge. Mais j'avais ceci, une promesse. Un moment de Paris, un papier qui se souvenait de qui nous étions avant que le pouvoir, l'orgueil et la prétention n'effacent tout. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri. Il n'a pas fallu longtemps après que j'ai trouvé le contrat de mariage pour que tout s'écroule. En vérité, les fissures étaient là depuis longtemps, certaines profondes, d'autres superficielles. Mais maintenant, elles commençaient à tout briser. J'avais cessé de demander à Antoine où il allait chaque nuit. J'avais cessé d'essayer d'être incluse. Mais je n'avais pas cessé de remarquer. Et quand j'ai finalement commencé à poser de vraies questions sur ses absences constantes, sur l'argent qui entrait et sortait de nos comptes conjoints, sur la raison pour laquelle Cécile avait plus accès à son calendrier que moi, il est devenu froid. Très froid. Tu n'as pas construit ça avec moi, a-t-il dit comme si les mots ne signifiaient rien. Tu étais juste là. Juste là. Après 7 ans de travail acharné, de sacrifices, de prières, de 3 emplois, d'être la seule source de revenus stable pendant les 3 premières années, il a dit que j'étais juste là. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. Je n'ai même pas pleuré. Je suis juste restée là, au milieu de la cuisine, le regardant faire sa valise pour un séminaire d'affaires à Bordeaux. Je savais déjà que ce n'était pas des affaires. J'avais vu le message texte sur son téléphone. J'ai hâte de t'avoir enfin pour moi tout seul ce week-end de quelqu'un nommé Sophie, mais je ne l'ai pas mentionné. Pas encore. Ce même week-end, j'ai été signifiée. 2 hommes en costume ont frappé à la porte comme s'ils livraient une pizza. Ils m'ont remis une pile de documents si épaisse qu'elle tenait à peine dans l'enveloppe. Demande de divorce. Demandeur, Antoine Dubois. Défendeur, Léa Dubois. Ils ne demandaient pas seulement le divorce. Ils me poursuivaient pour tout. 100% de l'entreprise, de l'appartement, des 2 voitures, des investissements conjoints, même l'art parisien que nous avions acheté ensemble à ce petit marché de rue. Et sa prétention que je n'avais rien contribué. Il avait un avocat d'un cabinet prestigieux, Maître Lenoir. Vieux, aux cheveux gris et suffisant comme s'il avait déjà gagné. Dans la plainte, ils énuméraient mes emplois,
tutorat d'enfants en ligne, serveuse à temps partiel, nettoyage de bureau, et les qualifiait de non essentiels et financièrement négligeables. Elle n'a jamais contribué à l'entreprise, indiquaient les documents. Elle n'a pas été impliquée dans sa création, sa gestion ou sa croissance. Ses rôles dans le mariage étaient ceux de compagnie émotionnelle, non de valeur économique. En bref, j'étais une colocataire glorifiée. Je suis restée là à fixer ces mots pendant ce qui a semblé être des heures. Il m'effaçait sur papier, en public, délibérément. Et Cécile, elle était juste derrière lui, alimentant tout cela. Je savais que ses empreintes digitales étaient sur chaque page. Elle avait attendu des années ce moment pour me couper proprement, pour enfin annuler le mariage qu'elle avait détesté dès le début. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais préparé cela il y a des années, dans un petit bureau à Paris. J'ai attendu tranquillement la date de l'audience. Pas d'appel dramatique, pas d'accès de colère. Je n'ai même pas répondu à ses SMS moqueurs. Il s'attendait à ce que je le supplie, peut-être même que je pleure, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai pris l'enveloppe du coffre-fort et j'ai attendu. La salle d'audience était pleine. Antoine est entré comme un homme prêt à recevoir sa récompense. Il portait un costume anthracite sur mesure. Sa mère était assise juste derrière lui, ses perles étincelantes, ses yeux plissés comme un faucon attendant de se régaler. J'étais seule. Lorsque notre affaire a été appelée, Maître Lenoir s'est levé le premier. Il s'est avancé d'un air suffisant comme s'il avait déjà gagné. « Votre honneur » a-t-il commencé, la voix pleine d'une fausse préoccupation. « Nous traitons d'une affaire d'exploitation financière. Mon client, Monsieur Dubois, a bâti son entreprise à partir de rien. La défenderesse, Madame Dubois, n'a joué aucun rôle dans sa création et n'a apporté aucune contribution financière significative. » Il a tourné une page. Elle nettoyait des bureaux. Elle donnait des cours à des étudiants en ligne. Ce n'est pas une contribution, votre honneur. C'est de la survie, et cela n'avait rien à voir avec DBP Tech Solutions. Des rires étouffés ont parcouru la galerie. Cécile a souri. Antoine s'est assis, les bras croisés, les yeux pleins de mépris. Et moi ? Je me suis levée, calme, posée, l'enveloppe à la main. Votre honneur, ai-je dit, ma voix perçant le bruit. Je voudrais soumettre ce document comme preuve. La juge, une femme aux yeux vifs et à la voix ferme, a fait signe à l'huissier de l'apporter. Qu'est-ce que c'est ? A demandé la juge. J'ai souri doucement. Un contrat de mariage signé à Paris il y a 5 ans. Des halètements ont empli la salle. Antoine s'est penché en avant, confus. Maître Lenoir a bégayé. Quel contrat de mariage ? Le visage de Cécile est devenu pâle. La juge a levé un sourcil et a commencé à lire. Et à ce moment-là, après toutes ces années de silence, de sacrifice et de mépris, j'avais enfin parlé plus fort que tous. Le silence dans la salle d'audience était sans précédent. Pas le genre lourd et gênant. Celui qui vous coupait le souffle. Celui qui suivait une vérité si éclatante que personne n'osait respirer. La juge Rousseau a ajusté ses lunettes en lisant le document que je lui avais remis. Ses yeux ont parcouru les pages soigneusement dactylographiées, puis se sont arrêtés sur le dernier paragraphe. Un contrat de mariage signé à Paris il y a 5 ans, notarié, tamponné par un avocat français agréé, juridiquement contraignant dans toutes les juridictions internationales en vertu des lois sur la double nationalité. Clause 17. Dans l'éventualité où Antoine Dubois demanderait le divorce après un succès commercial substantiel, 50% de tous les actifs actuels, y compris mais sans s'y limiter les propriétés, les investissements, les capitaux propres de l'entreprise et la propriété intellectuelle, seront transférés à Léa Dubois. C'était écrit clairement. Pas de langage vague, pas de faille, juste la vérité légale froide et dure. J'avais conservé le document original. Je l'avais fait traduire. Je l'avais fait valider à nouveau avant le procès. Et maintenant, il reposait sur le bureau de la juge, silencieux mais hurlant tout ce que je n'aurais jamais pu dire à haute voix. Antoine s'est penché en avant, confus, essayant toujours de comprendre. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il murmuré à Maître Lenoir, qui semblait soudain sur le point de s'évanouir.
La mâchoire de Cécile était légèrement ouverte. Pour une fois, elle n'avait rien à dire. La juge a levé les yeux lentement. Monsieur Dubois, a-t-elle dit, d'une voix calme mais pleine de puissance. Avez-vous signé ceci? Les yeux d'Antoine ont volé vers moi. Puis vers la juge, puis vers le document. Je veux dire, je ne me souviens pas. Nous plaisantions. C'était il y a des années. L'avez-vous signé? Il a hésité, a dégluti et a hoché la tête. Oui. Ce seul mot, ce seul oui murmuré, a brisé l'armure qu'il avait portée pendant des années. La juge Rousseau a regardé son avocat. Vous n'aviez aucune connaissance de ce document? Maître Lenoir s'est levé maladroitement, sa voix craquant. Votre honneur, nous n'avions pas connaissance d'un quelconque contrat de mariage. Nous demanderions du temps pour. Refusé, a-t-elle dit sèchement. Ce document prouve le contraire. Il souligne la reconnaissance légale de sa participation au mariage et à l'entreprise. Je me suis finalement tournée vers Antoine. Il semblait plus petit maintenant. Le costume, la coupe de cheveux coûteuse, la montre, tout semblait emprunté, comme un enfant qui prétend être ce qu'il n'est pas. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste dit, je n'ai jamais été après ton argent. Ma voix était ferme, mes mains ne tremblaient plus. Je l'ai fait avec toi. Tu as juste oublié. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. Tu as oublié qui nettoyait les bureaux la nuit pendant que tu codais, ai-je poursuivi. Qui a payé tes frais de développeur quand les investisseurs se sont retirés? Qui t'a nourri, soutenu, encouragé et s'est tenu à tes côtés, même quand ta propre mère disait que je n'étais pas assez bien. Cécile a tressailli. Tu as oublié parce que le succès t'a fait te sentir intouchable. Et quelque part en chemin, tu as commencé à croire à tes propres mensonges. Que j'étais un fardeau, un spectateur, une sangsue. J'ai regardé la juge maintenant. J'étais son pilier. Et maintenant, je demande à la cour d'honorer cela. Il y a eu des murmures à l'arrière de la salle d'audience. Même dans la galerie. Les gens qui ne me connaissaient pas, qui n'avaient pas vécu notre histoire, pouvaient sentir la vérité maintenant. La pièce avait changé. L'énergie avait basculé. Les sourires narquois avaient disparu. De même que les murmures de « croqueuses de diamants » et de « femmes au foyer ». Tout ce qui restait était la réalité. Brute, indéniable et signée à l'encre. La juge Rousseau s'éclaircit la gorge. Eh bien, dit-elle en croisant les mains. Ce document semble valide, et à moins que la partie adverse ne puisse fournir des arguments juridiques convaincants pour contester sa légitimité, nous ne pouvons pas, murmura Maître Lenoir. Alors, conformément à la clause 17 de cet accord, Madame Dubois a droit à 50% de tous les biens matrimoniaux partagés, y compris l'entreprise en question. Antoine s'effondra sur sa chaise. Cécile avait l'air d'avoir avalé un citron. Et moi? Je suis restée là, immobile, silencieuse, stable. Il ne s'agissait pas d'argent. Pas vraiment. Cela ne l'avait jamais été. Il s'agissait du principe, de la vérité, du souvenir d'une jeune femme qui avait travaillé 3 emplois pour construire un rêve en lequel elle croyait, et de la femme qui avait finalement fait en sorte que le monde s'en souvienne. Le coup de marteau final résonna d'un claquement sec à travers la pièce, faisant taire même les murmures dans la galerie. Conformément au contrat de mariage soumis, déclara la juge Rousseau, d'un ton d'une fermeté inébranlable. Madame Léa Dubois a légalement droit à 50% de tous les biens acquis pendant le mariage, y compris, mais sans s'illimiter, les capitaux propres de DBP Tech Solutions, les propriétés achetées conjointement ou séparément, les investissements liquides et les redevances de propriété intellectuelle. Cécile se leva brusquement, manquant de renverser sa chaise. C'est insensé. Siffla-t-elle, agrippant son sac à main de doigts tremblants. Elle a tout ruiné. Elle ne regarda même pas Léa. N'osa pas. Au lieu de cela, elle sortit de la salle d'audience dans un tourbillon de parfums coûteux et d'indignation, ses talons claquant comme de lointaines cloches d'avertissement dans le couloir. Antoine ne la suivit pas. Il resta assis, les épaules affaissées,
pâle, son monde se désagrégeant au ralenti. Le charme qu'il avait si habilement utilisé comme arme gisait maintenant sans vie sur son visage. Il se tourna vers moi, la bouche sèche. Léa, je ne voulais pas que ça aille aussi loin. J'étais en colère. Je ne pensais pas clairement. Je ne savais pas que tu avais gardé ce contrat de mariage. Je ne répondis pas. Il n'y avait plus rien à dire. Pas de rage, pas de satisfaction, juste le silence. Je ramassai mes affaires, mon enveloppe, mon sac à main, et me levai. En passant devant Antoine, je m'arrêtai brièvement. Pendant une seconde, je revis le garçon que j'avais connu autrefois. Le rêveur, le partenaire plein d'espoir, l'homme qui avait dansé avec moi dans un appartement parisien par une nuit pluvieuse. Mais cet homme avait disparu. Alors je l'ai laissé là, dans une salle d'audience pleine d'avocats, de papiers et de conséquences. Je n'ai pas regardé en arrière. Au moment où je suis sorti, le flash des appareils photo m'a presque aveuglé. Microphone, journaliste, titre se formait déjà en temps réel. Le PDG de la tech perd 50% dans une surprise de contrat de mariage. L'épouse du fondateur réclame la moitié dans un rebondissement judiciaire époustouflant. Elle a tout construit et elle a les preuves. J'ai continué à marcher. Il me hurlait des questions. Léa, comment vous sentez-vous? Avez-vous planifié tout cela depuis le début? Allez-vous vendre vos parts? Est-il vrai que vous avez travaillé 3 emplois pour le soutenir? Je n'ai rien dit. Non pas parce que je ne pouvais pas, mais parce que je n'en avais pas besoin. La vérité avait déjà été dite. Elle était ancrée sur papier, résonnait au tribunal et était scellée par la loi. Ma dignité n'était pas une déclaration ou un titre. C'était la force tranquille qui m'avait porté pendant cette année silencieuse, et qui marchait maintenant à mes côtés vers la liberté. De retour à la maison, l'appartement me semblait étrange. Non pas à cause du luxe ou du silence, mais parce que pour la première fois, je sentais que j'y avais vraiment ma place. Non pas comme quelqu'un qui avait été invité, toléré ou renvoyé, mais comme quelqu'un qui avait gagné sa place. Je suis restée longtemps dans le salon, fixant l'horizon de la ville. Même vue, même canapé, même lumière scintillante. Mais j'étais différente. J'ai marché jusqu'à la chambre, j'ai ouvert le coffre-fort une dernière fois et j'ai sorti le contrat de mariage. Je l'ai déplié avec précaution, lissant les plis comme pour honorer un vieil ami. Je l'ai glissé dans un cadre. Non pas parce que j'étais fière de ce qui s'était passé, non pas parce que je voulais me souvenir de la salle d'audience ou de la trahison, mais parce que c'était une preuve. La preuve que j'avais autrefois cru en quelque chose de tout mon cœur. Et quand le monde a essayé d'effacer cette croyance, j'ai tenu bon. Le cadre est maintenant accroché à un mur tranquille de mon bureau, non pas pour me vanter, non pas pour rappeler Antoine, mais pour me rappeler que l'amour sans respect n'est qu'une ombre. Que le sacrifice sans reconnaissance est de l'exploitation. Et que, peu importe à quel point quelqu'un vous sous-estime, vous ne devez jamais, jamais laisser personne définir votre valeur. Pas même l'homme que vous avez un jour aimé, pas même le monde, jamais.